Ma fiancée m'a ghosté pour aller faire la fête avec son ex 2 semaines avant notre mariage. J'ai donc élaboré un plan discret dans son dos. La suite a été un cauchemar pour elle. Il y a 2 semaines, je me suis réveillé comme tous les jours. J'ai tendu la main vers son côté du lit, mais il était vide. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Peut-être qu'elle était allée faire son jogging ou une course matinale. Ce n'est qu'en me levant, en me brossant les dents et en voyant son côté de la salle de bain intacte que j'ai commencé à me sentir bizarre. Elle n'était pas venue depuis la nuit dernière. J'ai essayé de l'appeler directement sur sa messagerie. J'ai envoyé un texto, « Dis-moi, où es-tu ? Je me suis réveillé et tu n'étais pas là. » Aucune réponse. Plus les heures passaient, plus j'ai commencé à paniquer. Mia me tenait toujours au courant. Si elle allait quelque part, elle m'envoyait au moins un texto. L'après-midi, son téléphone était toujours éteint, et j'étais déjà en pleine spirale. J'avais la tête qui tournait. Allait-elle bien ? Lui était-il arrivé quelque chose ? J'ai appelé sa famille, pensant qu'elle était peut-être allée là-bas. Sa mère ne savait pas où elle était et semblait tout aussi inquiète. Son père a dit qu'elle n'avait pas parlé de son départ. C'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer. Si ses propres parents ne savaient pas où elle était, ce n'était pas un simple malentendu. Ensuite, j'ai contacté ses amis. Personne n'a répondu. Certains m'ont laissé sur ride, ce qui m'a encore plus énervé. Ils étaient toujours bavards quand on dînait ou qu'on était en soirée, mais là, ils étaient soudainement devenus silencieux. Je perdais la boule. Le soir, je faisais les 100 pas dans le salon. Devais-je appeler la police ? Et si quelque chose de grave arrivait ? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon téléphone était collé à ma main. Chaque notification apparaissait, mon cœur bondissait, mais ce n'était jamais elle. Vers 4 heures du matin, complètement épuisé, j'ai ouvert Instagram par habitude, scrollant sans réfléchir. Et puis je l'ai vue, une photo de groupe de ses amis de fac dans un bar, riant, verre à la main, et elle était là, au premier plan, souriant comme si elle n'avait aucun souci. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé la photo, espérant me tromper, mais c'était elle. Le bar était tagué dans la publication. Par curiosité, j'ai appuyé dessus et j'ai réalisé que ce n'était même pas local. C'était en Espagne. L'Espagne ? Ma fiancée, celle que j'étais censé épouser dans 2 semaines, avait sauté dans un avion et traversé la moitié du monde sans me prévenir. J'avais l'impression que mon cerveau n'arrivait pas à le comprendre. Ce n'était pas réel. C'était impossible. Mais elle était là, souriante avec ses amis comme si tout allait bien. Pas de message, pas d'appel, pas d'explication, rien. J'étais furieuse. Franchement, qui fait ça ? Comment disparaît-on sans un mot à sa partenaire ? Je lui ai envoyé un texto immédiatement et je sais où tu es. Tu ferais mieux de prendre le prochain vol pour rentrer, sinon le mariage est annulé. Peu m'importait de paraître dur. Que étais-je censé dire d'autre ? J'ai envoyé un message de suivi, lui disant à quel point j'étais déçu. Mais a-t-elle répondu ? Bien sûr que non. Son téléphone était toujours éteint. J'ai fini par fixer le plafond pendant des heures, repassant chaque instant de notre relation dans ma tête, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Le lendemain, ses parents ont rappelé pour me demander si j'avais eu de ses nouvelles. Quand je leur ai expliqué ce que j'avais découvert, ils ont été aussi choqués que moi. L'Espagne, a demandé sa mère, l'air au bord des larmes. Son père a juste murmuré quelque chose à propos de ses foutus amis. Ils ont promis d'essayer de la joindre, mais je n'ai pas retenu mon souffle. À ce stade, je n'étais même plus triste. J'étais juste furieuse. L'amour de ma vie, la personne que je croyais connaître, avait choisi de faire la fête avec ses amis dans un autre pays plutôt que d'être ici avec moi. Ce n'était même plus une question de mariage. C'était une question de respect. Ce soir-là, elle a finalement appelé. Sa voix était calme, comme si de rien n'était. Dit-elle d'un ton détaché, comme si nous n'étions pas au bord d'une dispute majeure. Je ne la laissais même pas finir sa phrase avant de lâcher prise. Tu as une idée de ce que tu as fait, dis-je, la voix tremblante. Suis disparu. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu sais à quel point j'avais peur ? Elle soupira, agacée, comme si j'exagérais. Ce n'est pas si grave, dit-elle. Pas si grave. Je n'en croyais pas mes oreilles.
Elle expliqua ensuite que ses amis de fac préparaient ce voyage surprise depuis des mois. Ils ne le lui avaient annoncé que la semaine dernière et qu'ils avaient déjà tout réservé et payé. Elle ne voulait pas y aller au début, prétendit-elle, mais ils ont insisté et elle ne voulait pas gaspiller l'argent. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit. Parce que je savais que tu réagirais de manière excessive, dit-elle. Si je voulais y aller, c'est que je le méritais. Je n'ai pas fait de voyage avec mes amis depuis des années. Réagir de manière excessive? Je ne savais même pas quoi répondre. J'étais trop abasourdi pour crier. Je lui ai demandé sans détour, et notre mariage? Tu y as pensé? Elle a haussé les épaules. Je serai de retour avant. C'est dans 2 semaines. Du calme. Du calme. Ce mot m'a mis hors de moi. Si tu ne reviens pas demain, je lui ai dit, s'il n'y a pas de mariage, à en juger par sa réponse, je t'ai déjà dit que je restais, fais avec. Puis elle a raccroché. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite. Mais j'ai passé le reste de la soirée à ruminer ma colère. Chaque fois que je la repensais assise dans un bar en Espagne, à rire aux éclats pendant que j'étais là à nettoyer son bazar, mon sang bouillait. C'est là que j'ai décidé de ne pas l'attendre. J'annulais le mariage. Elle voulait faire la fête, c'est sûr. Elle pouvait faire la fête tant qu'elle voulait, mais elle n'allait pas revenir dans ma vie par la fête. Le lendemain de cet horrible appel, je me suis réveillé vide. J'ai à peine dormi, repassant notre conversation en boucle. Je n'arrêtais pas de me demander, zut, comment en est-on arrivé là? Quelques jours plus tôt, on choisissait les parfums de gâteau et on finalisait la liste des invités. À présent, je fixais le plafond en essayant de me convaincre que tout ça n'était pas un mauvais rêve. Quand je me suis enfin extirpé du lit, la première chose que j'ai faite a été de consulter mon téléphone. Pas de SMS, pas d'appel manqué, pas d'excuses. Elle ne me contacterait pas. Je crois qu'au fond de moi, je le savais déjà. J'ai recommencé à feuilleter Instagram, même si j'avais l'impression de me frapper au visage. Plus de photos, plus de stories. Elle était à la plage cette fois, un verre à la main, le bras autour d'une de ses amies. Elle avait l'air tellement heureuse. Je n'étais même pas jalouse à ce moment-là. J'étais juste en colère. Ce n'était pas seulement qu'elle faisait la fête pendant que je perdais la tête. C'était juste qu'elle ne semblait pas s'en soucier. Ni de moi, ni de nous. J'ai décidé de ne pas rester les bras croisés à attendre qu'elle reprenne ses esprits. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un SMS à l'organisatrice du mariage quand j'avais besoin de parler. C'était surréaliste d'écrire ces mots, comme si je parlais du mariage de quelqu'un d'autre. Elle a répondu presque immédiatement, pensant probablement que j'avais modifié le plan de table à la dernière minute. Elle était loin de se douter de rien. Ensuite, j'ai rédigé un message pour nos invités. Je l'ai scruté pendant ce qui m'a semblé une éternité, réécrivant les mots dans ma tête avant de les taper enfin. Salut tout le monde. Je voulais vous informer que le mariage est annulé. Ne me contactez pas pour l'instant. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Merci de votre compréhension. Je n'ai pas expliqué. Je n'avais pas l'impression de devoir plus à qui que ce soit. Dès que j'ai appuyé sur « Envoyer », les messages ont afflué. La plupart étaient compatissants. Vraiment désolé d'apprendre ça? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais quelques personnes voulaient des détails. Que s'est-il passé? Elles ont demandé, ça va? Je les ai ignorées. Je n'étais pas prête à en parler. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était répandue. Ses parents m'ont appelé, la voix tremblante de confusion. Que se passe-t-il? A demandé sa mère. Pourquoi les gens disent-ils que le mariage est annulé? Je leur ai tout expliqué, depuis sa disparition jusqu'à ce terrible coup de fil. Je leur ai parlé des textos, des publications Instagram, du mépris flagrant pour ce que nous avions construit ensemble. Sa mère a pleuré. Son père n'a pas dit grand-chose, il a juste marmonné quelque chose sur le fait qu'elle devait grandir. Ils ont promis d'essayer de la joindre, mais je n'ai pas retenu mon souffle. Si elle ne m'avait pas écouté, pourquoi les écouterait-elle? Le soir même, elle a rappelé. Cette fois, j'ai laissé sonner. Je n'étais pas d'humeur à entendre ses excuses. Elle a plutôt envoyé un texto, réponds, s'il te plaît. Je veux juste parler. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai commencé à passer des coups de fil difficiles, à annuler le lieu, le photographe,
le fleuriste. Je pensais que ça ferait plus mal, mais honnêtement, c'était libérateur. Chaque annulation me donnait l'impression de reprendre un peu de contrôle. Je n'allais plus laisser ces actions dicter ma vie. L'organisatrice du mariage était compréhensive. Je suis désolé de l'apprendre, a-t-elle dit, et n'hésitez pas à me contacter si je peux faire quelque chose. Les prestataires n'étaient pas aussi gentils. Certains facturaient des frais d'annulation exorbitants, ce qui était pénible, mais je me suis dit que je m'en occuperais plus tard. Une fois terminé, il ne me restait plus qu'à emballer ses affaires. Je ne supportais plus de les voir, alors j'ai tout fourré dans des cartons au plus vite, ses vêtements, ses livres, même le petit bibelot stupide qu'elle tenait absolument à garder sur la table basse. Tout est parti dans la chambre d'Amy, loin des yeux et du cœur. Ce soir-là, ses parents ont rappelé. Ils avaient enfin réussi à la joindre. Ils ont dit qu'elle était bouleversée et qu'elle voulait rentrer à la maison. Je lui laisse juste une chance de s'expliquer. Sa mère a supplié. Elle t'aime. Mais l'amour ne suffisait pas. Si elle m'aimait, elle n'aurait jamais fait ça. Elle peut revenir, dis-je d'une voix froide. Mais elle ne reviendra pas. Elle est arrivée 2 jours plus tard. J'ai vu sa voiture s'arrêter dans l'allée, sa valise dans le coffre. Je n'ai même pas ouvert la porte. Elle a frappé, m'appelant par mon nom. Chut. Oh, s'il vous plaît. Parlons. Elle a crié. Oink peut arranger ça. Sa voix s'est brisée et, l'espace d'un instant, j'ai failli céder. Presque. Mais je me suis souvenu du coup de fil, de son rire dans les stories Instagram, de la façon dont elle m'avait dit de gérer ça. Je te l'ai déjà dit, ai-je dit à travers la porte. Le mariage est annulé. Tu as fait ton choix. Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots bruyants et désordonnés qui ont résonné à travers la porte. Ça me faisait mal de l'entendre comme ça, mais je ne pouvais pas la laisser rentrer. Pas après tout ça. Finalement, elle est partie. Je l'ai regardée partir, les larmes aux yeux. J'avais l'impression qu'un poids s'était enlevé, mais aussi qu'une partie de moi avait été arrachée. Ce soir-là, j'ai reçu une nouvelle avalanche de messages. Ses amis, sa famille, et même quelques amis communs. Elle est vraiment désolée, disait-il. Fon, il faut que tu lui parles. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Après le départ de Mia ce jour-là, la réalité de ce que j'avais fait a commencé à s'imposer. Le mariage n'était pas juste en suspens. Il était annulé, terminé. Et notre relation aussi. Au début, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si j'avais enfin pris une décision et que je n'avais plus à me lamenter. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps. Partout où je regardais, des souvenirs d'elle me revenaient. Le petit aimant stupide qu'elle collectionnait à chacun de nos voyages. Sa tasse préférée encore dans l'évier. La photo encadrée de nous au mariage de sa cousine l'année dernière, où tout le monde n'arrêtait pas de dire que nous formions le couple parfait. C'était comme si l'appartement se moquait de moi. J'ai pensé à tout emballer et à le déposer chez ses parents, mais la simple idée de voir le visage de sa mère me retournait l'estomac. Alors, j'ai tout laissé dans la chambre d'Amy et j'ai fermé la porte. Loin des yeux, loin du cœur, pas vrai? Les messages continuaient d'affluer. Amis, famille, connaissances. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Certains m'ont vraiment soutenu, m'envoyant des messages du genre « Je suis vraiment désolé que tu traverses cette épreuve » ou « N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit ». Mais d'autres n'étaient pas aussi gentils. Quelques amis communs ont commencé à réagir. Elle allait sérieusement annuler un mariage à cause de ça. L'un d'eux a écrit « Elle ne t'a pas trompé. Elle est juste partie en voyage avec ses amis. Tu ne trouves pas que tu exagères ? » Exagérer ? Ce mot revenait sans cesse et ça m'énervait à chaque fois. Je n'exagérais pas. Ce n'était pas à cause du voyage. C'était à cause de la façon dont elle l'avait géré. Elle n'avait pas juste réservé un vol de dernière minute. Elle m'avait ghosté. Elle ignorait mes appels, mes SMS, tout. Et quand j'ai enfin découvert où elle était, elle a agi comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Finn savait qu'elle savait ce qu'elle faisait. J'ai répondu à l'une de mes amies les plus insistantes. Fade. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Ses parents ont été inflexibles. Ils m'ont appelé tous les jours pendant une semaine, me suppliant de lui parler.
Elle est dévastée. Sa mère n'arrêtait pas de dire qu'elle savait qu'elle avait fait une erreur. À un moment, son père a même essayé de me culpabiliser. Et vous êtes ensemble depuis 6 ans, a-t-il dit. Tu vas vraiment tout gâcher pour une seule mauvaise décision? Cette phrase m'est restée en tête, une seule mauvaise décision. Était-ce vraiment une seule mauvaise décision, ou était-ce le signe de quelque chose de plus profond? Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle avait dit au téléphone, à quel point elle avait besoin d'expérience avant de se caser. C'était comme si elle regrettait déjà la vie que nous construisions ensemble, et je ne pouvais pas l'oublier. Finalement, mes parents se sont impliqués. Je ne sais pas si la famille de Mia les a appelés ou si la nouvelle s'est répandue comme ça, mais un soir, j'ai reçu un texto de ma mère. Po avait besoin de parler. Quand je l'ai rappelée, elle n'a pas perdu de temps. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Pourquoi le mariage est annulé? J'ai essayé de lui expliquer, mais je n'ai pas compris. Elle n'arrêtait pas de m'interrompre, me demandant pourquoi je ne pouvais pas simplement lui pardonner et passer à autre chose. Quand les gens font des erreurs, a-t-elle dit. Tu n'es pas parfaite non plus, tu sais. Ça m'a blessé. Bien sûr, je n'étais pas parfaite. Personne ne l'est. Mais ce n'était pas une petite dispute pour savoir où aller dîner ou qui avait oublié de faire la vaisselle. C'était ma fiancée qui m'abandonnait 2 semaines avant notre mariage pour faire la fête dans un autre pays. Ce n'est pas seulement le voyage, maman, ai-je dit. C'est la façon dont elle a géré la situation. Elle ne me respectait pas. Elle ne nous respectait pas. Elle a soupiré. Je pense juste que tu fais une grave erreur. C'était la fin de la conversation. Le point de bascule est arrivé quelques jours plus tard, lorsque les amis de Mia m'ont envoyé un email. Pas un simple SMS ou un message privé, un vrai email. J'imagine qu'ils pensaient que je les bloquerais pour tout le reste. C'était donc leur dernier recours. Le message commençait par des excuses en demi-teinte. Tom était désolé de la tournure des événements, écrivait-il. On n'avait pas voulu que ça aille aussi loin. Mais en continuant à lire, il est devenu évident qu'ils ne s'excusaient pas pour ce qu'ils avaient fait. Ils essayaient de me rejeter la faute, car elle avait vraiment hâte de partir. Ils ont écrit, elle était tellement stressée par le mariage, et on pensait que ça l'aiderait à se détendre. On ne pensait pas que tu réagirais comme ça. Réagir comme ça? Comme si c'était de ma faute, d'être contrarié que ma fiancée ait disparu sans un mot. Le pire, c'est qu'ils ont admis l'avoir encouragée à m'ignorer. Quand ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter de tes textos, ils ont écrit, on pensait que tu te calmerais à son retour. Se calmer? Ils pensaient que je me calmerais pendant qu'ils étaient à l'autre bout du monde à faire la fête avec ma fiancée. Je n'ai même pas fini de lire le mail. Je l'ai supprimé et j'ai bloqué leur adresse. À la fin de la semaine, j'étais à bout de nerfs. J'ai envoyé un texto aux parents de Mia pour leur dire qu'elle pouvait passer récupérer ses affaires. Je n'allais pas les déposer et je n'allais pas rester là pour une grosse confrontation émotionnelle. Je lui dirai juste de venir quand je ne serai pas à la maison, ai-je écrit. Sa mère m'a appelé immédiatement. S'il te plaît, parle-lui, m'a-t-elle supplié. Elle pleurait. Non-stop. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle a besoin de te voir. Elle avait besoin de me voir avant de monter dans cet avion. Je lui ai dit que ça la ferait taire. Le lendemain, Mia m'a envoyé un texto pour la première fois depuis son retour. On peut parler? Je veux juste expliquer. Mais je n'avais pas besoin d'explication. Je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a dit, je suis désolé, ai-je répondu. C'est trop tard. Elle n'a pas répondu. Le temps qu'elle vienne chercher ses affaires, je pensais que je me sentirais mieux, comme si je pouvais enfin mettre tout ce bazar derrière moi. Mais en regardant son père porter carton après carton jusqu'à la voiture, j'ai ressenti une étrange douleur dans la poitrine. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées se terminer. On était censé construire une vie ensemble, planifier notre avenir, vieillir côte à côte. Et maintenant, tout ça était fini. Quand ils ont eu fini, son père est venu vers moi et m'a serré la main. Je suis désolé que ça ait dû finir comme ça, a-t-il dit. Oh, moi aussi, Mia n'a rien dit. Elle est juste montée dans la voiture et est partie. Ce soir-là, je me suis assise dans l'appartement vide et j'ai contemplé les cartons qu'elle avait laissés derrière elle. Photos, lettres, petits souvenirs de nos voyages. Je n'ai pas eu le courage de les jeter. Pas encore. Au lieu de ça,
je les ai fourrés dans le placard et j'ai fermé la porte. Les jours qui ont suivi le retour de Mia ont été calmes, mais pas aussi paisibles que je l'espérais. Le silence était étouffant, comme si les murs de l'appartement se refermaient sur moi. C'était la première fois depuis des années que je n'avais personne à qui envoyer des SMS, personne à appeler. Je ne pouvais même pas consulter les réseaux sociaux sans qu'elle me rappelle. Ses amis, que j'avais déjà bloqués, ont commencé à chercher d'autres moyens de me joindre. 2 amies communes qui ne s'étaient pas encore séparées ont essayé de jouer les médiatrices, et Mia regrette vraiment tout, m'ont-elles dit. Et tu devrais lui parler. Juste une conversation. Je leur ai dit la même chose que j'ai dit à tout le monde. C'est fini. Arrête de me parler. Mais la pression je n'ai pas arrêté. Des amis, dont je pensais qu'ils me soutiendraient, ont commencé à me tourner le dos. À cause de son égoïsme, l'un d'eux m'a envoyé un texto, tu es avec elle depuis 6 ans et tu gâches tout à cause de ton ego. Encore ce mot, ego. Comme si j'étais une sorte de maniaque du contrôle qui ne supportait pas qu'elle s'amuse sans moi. Ce n'était pas une question de ça. C'était une question de confiance, de respect. J'ai bloqué cet ami aussi. Mes parents, par contre, étaient implacables. Chaque fois que je leur parlais, ils évoquaient Mia. Tu devrais lui donner une chance, a dit ma mère pour la 3e fois en autant de jours. Elle a fait une erreur, mais elle est jeune. Vous l'êtes tous les deux. Dis-moi qu'elle n'est pas trop jeune pour savoir. Communiquer, ai-je rétorqué. Mon père a insisté. Papa a ajouté. Parfois, il faut voir les choses en grand. Es-tu vraiment prête à laisser filer 6 ans à cause d'une dispute? Ce n'était pas une dispute, ai-je dit. Et c'était un choix, et elle a choisi. De partir. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprendraient probablement jamais. Le point de rupture avec mes parents est arrivé une semaine plus tard, quand je suis passé chez eux récupérer quelques vieilles affaires. Ma mère m'a coincé dans la cuisine et a commencé son baratin habituel. Elle nous appelle, a-t-elle dit. CCE est dévasté. Tu ne penses pas que tu devrais au moins l'écouter? Oh non, maman, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Elle a continué. C'est une gentille fille. Tu le sais. Elle s'est juste laissée emporter par le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. J'ai perdu la boule à ce moment-là. Si elle m'avait aimé, elle n'aurait pas fait ça. Point final. On aurait dit que je lui avais donné une claque sur ma mère. Elle n'a plus rien dit après ça. Et quand je suis parti, j'ai compris que les choses n'allaient plus être comme avant. Au milieu de tout ça, les amis de fac de Mia m'ont recontacté. Cette fois, ils m'ont envoyé un SMS d'un nouveau numéro. Ils voulaient juste s'excuser à nouveau pour ce qui s'était passé, mais le message disait que ça ne voulait pas que les choses s'enveniment autant. Je n'ai même pas répondu. Ils avaient déjà clairement exprimé leur position en persuadant Mia de m'ignorer et de rester en Espagne. Leurs excuses ne signifiaient plus rien, mais ils ont continué à m'envoyer des SMS. Elle est malheureuse sans toi. L'un d'eux a écrit, dis-lui qu'elle est prête à tout pour arranger ça. S'il te plaît, parle-lui. J'ai bloqué le numéro. Le truc, c'est que je voulais aller de l'avant. Je voulais me réveiller un jour sans avoir l'impression que ma vie venait d'imploser. Mais à chaque fois que j'essayais, quelqu'un me replongeait dans le pétrin. Des amis communs, sa famille, même des gens qui nous connaissaient à peine, qui intervenaient comme s'ils avaient le droit de me dire quoi faire. Le seul truc qui m'aidait, c'était le travail. J'ai commencé à me donner à fond dans mon travail, à prendre tous les quarts possibles, à rester tard dès que possible. C'était épuisant, mais au moins ça me changeait les idées. J'ai aussi commencé à aller à la salle de sport, non pas parce que j'avais un plan grandiose pour me refaire une beauté ou pour gagner la rupture, mais parce que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi pour sortir de la maison. Au début, c'était juste un moyen de tuer le temps, mais finalement, c'est devenu une routine, une distraction. 2 semaines après que Mia ait récupéré ses affaires, j'ai reçu un texto de ses parents. Oh, elle aimerait te parler, a écrit son père. Une seule conversation pour tourner la page. Tourner la page. Ce mot m'a fait rire amèrement. Elle s'en fichait de tourner la page quand elle est partie en Espagne. Elle s'en fichait quand elle ignorait mes appels et me disait de faire avec. Maintenant, elle voulait tourner la page. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, je l'ai croisée dans un café. Je ne l'avais pas vue depuis le jour où elle était venue chercher ses affaires, et j'ai été prise de court.
Elle était assise près de la fenêtre, les yeux rivés sur son téléphone. Elle avait l'air fatiguée, un peu plus âgée. Je me suis figé. Une partie de moi voulait partir avant qu'elle ne me voie. Mais avant que je puisse me retourner, elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Elle a souri faiblement et m'a fait un signe de la main. J'ai hésité, puis je me suis dirigé vers sa table. « Faculté » a-t-elle dit doucement. Doucement. Oh. Nous sommes restés là, gênés, quelques secondes avant qu'elle ne désigne la chaise en face d'elle. « Tu veux t'asseoir » ? Oui. Nous n'avons pas parlé du mariage, du voyage ou de ce qui nous avait séparés. Nous avons plutôt échangé quelques banalités. Elle m'a parlé de son nouveau travail. Je lui ai parlé du mien. C'était poli, presque distant, comme si nous étions de vieilles connaissances qui se retrouvaient. Quand je suis finalement parti, je me suis senti étrange, pas vraiment triste, juste vide. Cette rencontre m'a fait prendre conscience de quelque chose. Je n'obtiendrai jamais la conclusion que je souhaitais. Ni d'elle, ni de personne. La seule façon d'aller de l'avant était d'accepter que certaines choses n'ont pas de sens et que certaines blessures ne guérissent pas facilement. C'est donc ce que j'ai essayé de faire. Après cette altercation avec Mia au café, j'ai beaucoup pensé à elle. Pas dans le sens où on se remettrait peut-être ensemble. Plutôt pour essayer de donner un sens à ces 6 dernières années. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Aurais-je pu faire quelque chose différemment? Étais-je trop dur, trop inflexible? Ces questions me hantaient. Je repassais tout dans ma tête tard le soir, quand l'appartement était trop calme. Son rire lors de notre première rencontre à la fac, nos nuits blanches à parler de nos rêves, et notre certitude quant à notre avenir commun. 6 ans de souvenirs, et pourtant nous étions là, des inconnus maintenant. J'ai commencé une thérapie environ 3 mois après la rupture. Une bonne amie, l'une des rares à m'avoir soutenu tout au long de cette épreuve, me l'a suggéré. Au début, je ne pensais pas en avoir besoin. Je vais bien, lui ai-je dit. J'ai juste besoin de temps. Mais le temps n'arrangeait rien. Chaque fois que j'avais l'impression de passer à autre chose, quelque chose me ramenait en arrière. Un souvenir, un texto de quelqu'un qui ignorait que le mariage était annulé, même une chanson à la radio. C'était épuisant. La première séance de thérapie a été gênante. Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai tout lâché. Et je devais me marier, mais j'ai annulé. La thérapeute a hoché la tête et m'a demandé de m'expliquer. Au fil de mes discussions, toute la colère, la confusion et la culpabilité que j'avais accumulées ont déferlé. À la fin de la séance, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. La thérapie n'a pas tout réglé du jour au lendemain, mais elle m'a aidé à déballer beaucoup de choses dont je n'avais même pas conscience. J'ai commencé à voir à quel point ma colère ne provenait pas seulement du voyage, mais de problèmes plus profonds. La façon dont Mia avait géré les choses m'a montré à quel point nous voyons notre relation différemment. Pour moi, le mariage était un partenariat. Pour elle, c'était quelque chose qu'elle faisait parce qu'on l'attendait d'elle. La thérapeute m'a posé une question qui m'a profondément marqué: si cela n'était pas arrivé, penses-tu que tu aurais remarqué ces différences plus tard? J'y ai beaucoup réfléchi. Peut-être que le mariage aurait eu lieu et que nous aurions passé des années ensemble avant de réaliser que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Peut-être valait-il mieux que ça se termine maintenant, même si c'était terriblement douloureux. J'ai commencé à me concentrer davantage sur moi-même. Je n'allais plus seulement à la salle de sport. Je me fixais des objectifs. J'ai commencé à courir le matin, une chose que je n'avais jamais faite auparavant. Je me suis inscrite à un cours de cuisine parce que j'en avais assez de manger à emporter tous les soirs. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis investi dans des projets, je me suis porté volontaire pour des tâches supplémentaires et j'ai même obtenu une petite promotion au bout de quelques mois. Mes collègues plaisantaient en disant que je devenais une accro au travail, mais je m'en fichais. C'était mieux que de rester à la maison à me morfondre. Mia m'a envoyé un texto environ 6 mois après la rupture. C'était court, juste un simple « j'espère que tu vas bien ». J'ai scruté le message un long moment, ne sachant pas quoi répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie voulait répondre, non pas pour raviver la flamme, mais juste pour, je ne sais pas, saluer le temps que nous avons passé ensemble. Finalement, j'ai répondu, saine, je suis d'accord. J'espère que toi aussi. Elle n'a pas répondu, et ça ne me dérangeait pas.
Mes parents et moi ne nous parlions toujours pas beaucoup. Ils étaient tellement obsédés par l'idée que Mia et moi formions le couple parfait qu'ils ne voyaient pas à quel point les choses étaient devenues toxiques vers la fin. Chaque fois que j'essayais de leur expliquer, ils disaient que j'étais têtu ou dramatique. Ça m'a blessé, mais j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer à courir après leur approbation. J'ai commencé à passer les vacances avec des amis plutôt qu'avec ma famille. Et honnêtement, c'était mieux comme ça. Un an après ce mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai réalisé que je me sentais plus légère, pas vraiment heureuse, mais plus accablée par tout ce qui s'était passé. Je n'étais plus en colère. Je ne repassais plus constamment nos conversations dans ma tête ni ne me demandais si j'avais fait le bon choix. J'ai revu Mia une fois de plus au mariage d'une amie commune. Elle était avec quelqu'un d'autre, et moi aussi. Nous avons échangé des sourires polis de l'autre côté de la pièce. Mais aucune de nous ne s'est approchée de l'autre. Plus tard ce soir-là, alors que je dansais avec mon compagnon, j'ai réalisé que je n'étais pas triste. Je n'étais pas jalouse. Je n'étais rien. C'était fini. Avec le recul, je pense qu'annuler le mariage a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. C'était douloureux, compliqué et absolument déchirant. Mais cela m'a obligé à affronter des choses que j'aurais peut-être ignorées autrement. J'ai beaucoup appris sur moi-même au cours de l'année écoulée. J'ai appris à fixer des limites et à défendre mes besoins dans une relation. J'ai appris qu'il est normal de s'éloigner de quelque chose, même après y avoir investi des années, si cela ne nous sert plus. Plus important encore, j'ai appris que parfois, lâcher prise est le seul moyen d'avancer.